Alors le SNU, ce Service national universel, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, testée version miniature en 2019, 2000 jeunes recrutés sur 4000 candidats, environ 30 000 nouveaux jeunes volontaires qui devaient participer en juin 2019, en juin 2020, pardon, à la deuxième édition du SNU. C'était sans compter sur l'épidémie et les restrictions de déplacement et de réunion qui ont un peu coupé l'herbe sous le pied du dispositif à ce moment-là. En 2021, malgré le contexte qui continue d'être compliqué, on assiste là en ce moment à une campagne de promotion du SNU dans tous les médias. On a Sarah El Haïry qui est donc une sorte de porte-parole, enfin déléguée à la jeunesse et notamment au SNU pour le gouvernement Macron, qui va et qui vient sur les plateaux de télévision, dans les radios, pour réciter sa leçon. C'est généralement pas d'improvisation, hein, ça change pas d'un iota. La plupart du temps, c'est une personne qui, dans le cadre de débats ou de contradictions, place des mots un peu creux et répond aux inquiétudes des jeunes aujourd'hui, par exemple ceux qui font la queue pour l'aide alimentaire, qu'il faut créer de l'énergie positive. Voilà, on l'a également vu entonner une Marseillaise solitaire face à des jeunes dans un débat lors d'une réunion avec des centres sociaux. Il est prévu que le dispositif il se généralise, qu'il devienne obligatoire et qu'il concerne entre 700 et 800 000 jeunes par an. Donc, à terme, tout le monde, au fur et à mesure des générations. Pour la première phase, en juin 2019, on assiste à une propagande, une publicité sur toutes les chaînes d'infos. On a BFM TV qui titre « La cohésion nationale passera-t-elle par la vie militaire, pourquoi pas ?» On a une séance où les jeunes attendent pendant une cérémonie au soleil et tombent comme des mouches. Enfin voilà, ça a été assez scandaleux. L'année dernière, Emmanuel Macron a même demandé à des influenceurs, à des youtubeurs de se fendre, de promouvoir le SNU à travers leurs vidéos. Comment s'articule le SNU ? Le SNU, c'est d'abord une campagne d'information à partir de 13 ans, menée dans les établissements scolaires, avec des anciens gendarmes, des réservistes, des policiers, enfin surtout des militaires, pardon, pas des policiers, qui viennent commencer à parler du dispositif et puis en même temps faire l'espèce d'éducation à la vie, ce qu'ils appellent citoyenne, mais qui est en fait déjà une sensibilisation au métier de l'armée. La seconde phase, elle a lieu entre 15 et 18 ans, l'âge du lycée. Et là, c'est la phase de cohésion, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble pendant 15 jours dans un internat, dans une caserne. C'est, comme indiqué sur le site servicepublic.fr, c'est une façon neuve, le but, sera d'apprendre une façon neuve de vivre en commun et de développer sa culture d'engagement. Donc jeunes hébergés en structures diverses, encadrés par des militaires et des éducateurs rémunérés. À leur arrivée, un trousseau leur sera remis avec un uniforme. La journée commencera par le salut au drapeau et le chant de l'hymne national. Il y a deux problèmes importants au sujet de la phase en internat. Pour l'instant, ça n'a pas de solution, mais on entend plusieurs échos. C'est déjà que l'internat obligatoire à des mineurs sans le consentement de leurs parents, c'est pas légal, c'est anticonstitutionnel. Le gouvernement se propose de modifier la Constitution, évidemment. Et puis, il y a aussi cette histoire d'abaisser la majorité, ce qui permettrait de devoir demander le consentement qu'aux enfants. Et comme il y a des contreparties, on le voit après, voire des sanctions en cas de non-participation, le consentement, il est vite trouvé. Et le deuxième problème, c'est où ça va se passer, puisque
Les centres de vacances sont pris pendant les vacances. Et les casernes ont été peu à peu démantelées, il n'y en a quand même pas des masses. Voilà, donc on peut peut-être imaginer que les établissements confessionnels contre rémunération vont peut-être être d'accord pour rendre ce service payant. Donc la phase de cohésion dont je viens de parler en internat, elle est suivie d'une mission d'intérêt général de 2 semaines, obligatoire elle aussi, et qui se passe dans des assos, dans des corps en uniforme, dans des... Voilà, c'est assez vaste, c'est un peu comme le service civique, quoi. Ça peut se faire un peu partout, il faut juste que le lieu d'accueil ait un agrément, en fait, un agrément spécifique. Ça devait à la base ça devait harmoniser un petit peu les dispositifs. Or, on se rend compte qu'en fait, tous les dispositifs existants continuent d'exister et que le SNU, ce sera un nouveau dispositif d'engagement auprès des assos contre une rémunération faible ou inexistante, comme c'est le cas là. On voit que l'État d'ailleurs compte de plus en plus sur les structures associatives pour exercer sa propre mission contre des avantages un petit peu faibles et notamment finalement les contrats aidés quand ils sont très bien pris en charge on se rend compte qu'il y a plein d'assos qui grâce à ça arrivent à bosser mais embauchent des jeunes à des tarifs très préférentiels. Donc oui, les assos auront un agrément de 3 à 5 ans. Afin d'accueillir des jeunes en SNU, l'agrément pourra être retiré à tout moment. On se dit que les assos qui ne feraient pas la promotion des bonnes valeurs, selon le gouvernement, on pourrait vite leur retirer leur agrément. Donc je pense qu'accepter cet agrément, c'est à double tranchant. Alors je cite exclusivement, quand je fais des citations en tout cas, quand je parle pour moi, mais quand je fais des citations, je cite les sites officiels, les .gouv.fr, les servicespublics.fr, toutes ces choses-là. Donc je peux fournir une liste détaillée. Au sujet du mot volontaire, puisqu'il était question au début que ce soit volontaire, et puis maintenant il semble que ce soit obligatoire, mais ils aimeraient que ça reste dans une sorte de volontariat au moins symbolique. Le groupe de travail réuni en 2018, qui devait préfigurer un peu le dispositif, disait ceci. En effet, la contradiction relative qu'il y aurait à vouloir rendre obligatoire un engagement qui n'a de sens que librement consenti et qui serait susceptible de perturber, au moins dans la perception initiale qu'en auraient les intéressés, le bon déroulement des études et l'entrée sur le marché de l'emploi, risquerait de focaliser les critiques et de cristalliser une opposition, certes minoritaire, mais qui peut suffire à entraver le déploiement du projet. C'est par l'attractivité tant du contenu que des contreparties de l'engagement, par les jugements des pairs et de la société, qu'il sera possible de généraliser cette pratique et d'en faire sinon un rite de passage, en tout cas un sacrifice librement consenti par le sens et l'intérêt qui en seront perçus. Qu'une minorité qu'on espère très réduite rechigne à se soumettre à cette exigence ne mérite pas qu'on mette en danger l'ensemble du système. Il n'y aura pas d'insoumis au sens pénal du terme, il n'y aura que des jeunes ayant échoué à un moment donné de leur trajectoire à comprendre le plein sens des valeurs d'égalité et de fraternité, passagers clandestins d'une société à l'amélioration et à la générosité de laquelle ils apparaîtront comme ayant renoncé. On pouvait lire également dans l'avis du 30 janvier 2018 du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse qui se prononçait pour un SNU sur la base du volontariat, on pouvait quand même donc lire si néanmoins le caractère obligatoire du SNU devait être retenu, il conviendrait alors de veiller à garantir une mixité sociale effective et à éviter la multiplication des dérogations. Et plus loin, l'option d'un service national obligatoire fait également craindre un régime de sanctions en cas de non-réalisation du service national, avec une impossibilité de passer un concours de la fonction publique, de passer son permis de conduire ou d'entrer à l'université. C'est donc un drôle de volontariat, on peut déjà le supposer. La première question qu'on peut se poser,
une des premières questions, c'est qui va organiser et encadrer tout ça. Alors, c'était les questions qu'on se posait au début, maintenant c'est un petit peu plus clair, quelle armée est au cœur du dispositif, mais finalement, le flou, il était surtout médiatique, parce que dans les textes, c'était déjà assez évident. L'autre groupe de travail dont j'ai déjà parlé, présidé par le général Menaouine, c'est déjà un indice que le ministère des Armées sera à la tête du dispositif. Cela dit, le ministère de l'Éducation nationale, il est aussi associé à la création et à la gestion du SNU. Ça crée des inquiétudes des deux côtés, parce que en termes de budget et d'encadrement, aucun des deux ministères finalement ne sait trop où, comment on va trouver cet énorme budget. Si on enlève de l'argent au budget de l'éducation nationale, je ne vois pas trop ce qui va pouvoir en rester. Et puis les militaires, avec ces casernes démantelées au fur et à mesure, se demandent comment ils vont faire en termes d'encadrement et puis de place. Voilà. Alors, c'est en se posant la question des objectifs, ensuite, qu'on répond également à cette question de qui a la main sur ce SNU. On peut lire dans le rapport d'information sur le SNU, qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Il s'agit là de la question essentielle. Quels sont les objectifs que devra poursuivre le nouveau service national universel ? Ces derniers mois, force est de constater, chacun s'est un peu perdu s'agissant des objectifs de ce service renouvelé. À peine le président de la République avait-il confirmé son intention de redonner du sens au service national universel que s'est ouvert le bal des bonnes idées, chacun voulant y faire entrer la sienne. Le Premier ministre, à cette heure-là, c'était Édouard Philippe, qui indiquait quant à lui, dans sa lettre de mission du 1er septembre 2018, confiant à plusieurs inspections une mission relative à la mise en place d'un service national universel et obligatoire, que l'instauration d'un service national universel souhaité par le président de la République poursuivait plusieurs objectifs permettant à chaque jeune Français de faire l'expérience de la mixité sociale, de la cohésion républicaine, d'accroître la résilience de la nation face aux risques et menaces qui pèsent sur notre pays, de permettre à l'ensemble de notre jeunesse de devenir acteurs de l'esprit de défense, de contribuer à développer la conscience et la responsabilité de chaque jeune, ainsi que leur culture de l'engagement. Sarah El Haïry le dit, d'ailleurs, le SNU garde ce qu'il y a de meilleur dans le service militaire. On est donc absolument avec un dispositif dont la défense est au cœur de la philosophie, va-t-on dire. En ce qui concerne le contenu des modules théoriques du SNU, parce que comme il y a cette première phase de cohésion, ils ne vont pas passer leur temps à faire des pompes, pas seulement, on retrouve beaucoup de choses qui jusque-là faisaient partie des éléments prévus au cours de la scolarité, en tout cas qui ont fait partie de la mienne. Initiation au code de la route, formation au premier secours, activités sportives et de cohésion, développement durable et transition écologique, défense et sécurité nationale, citoyenneté et institutions nationales et européennes, connaissance des services publics et accès aux droits, bilan personnel, bilan de santé, évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, point d'étape sur les compétences, notamment numériques. Il y a 2 ans, dans le mensuel de la libre pensée, dans La Raison, une interview de Louis Boyard, alors président de l'Union nationale lycéenne. On demandait à Louis Boyard ce qu'il pensait du SNU. Et il disait, je cite, « Le service national universel est contraire à nos aspirations. En 1882, les lois Ferry fixaient le cadre d'une institution chargée de la mixité sociale et de la formation citoyenne. Cette institution, c'était l'école. Or, les coupes budgétaires massives opérées à partir du quinquennat Sarkozy et poursuivies sous la mandature de Jean-Michel Blanquer ont détruit à petit feu cette institution. L'école creuse aujourd'hui les inégalités entre les premiers de cordée et les derniers de cordée. En instaurant le service national universel ayant pour but de faire la mixité sociale et la citoyenneté, le gouvernement fait l'aveu de l'échec de l'école. Il s'agit en effet, là c'est moi qui parle, d'abandonner l'instruction publique et renforcer l'endoctrinement avec le concours de l'armée. L'instruction avec les instituteurs et les professeurs de la République, c'était pas censé être la même chose que
que la cohésion nationale fournie par l'armée. C'est normalement pas comparable. Ensuite. C'est d'ailleurs ce que je disais, là c'est parfaitement illustré dans le rapport du COJ, le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Au-delà des objectifs annoncés par le président de la République, le COJ voit au travers du SNU l'opportunité de poursuivre un 4e objectif, notamment en termes de repérage des jeunes en difficulté, au travers d'un objectif spécifique d'insertion des jeunes. Même s'il ne doit pas se confondre avec un dispositif d'insertion, le SNU pourra par conséquent utilement s'inscrire dans le parcours d'insertion des jeunes à différents niveaux, qu'il s'agisse de l'insertion sociale mais aussi professionnelle, repérage de l'illettrisme mais aussi accès aux droits, éducation à la santé, à la sexualité, connaissance des administrations, éducation au numérique. En plus de la formation aux droits, c'est également une occasion de présenter divers métiers, dont ceux de la défense mais aussi d'autres domaines, dans des temps dédiés à l'orientation et d'identifier les freins à l'emploi, à la formation, favorisant ainsi la présentation des dispositifs pouvant accompagner le jeune. Normalement, l'orientation, c'est quelque chose qui se passe aussi au cours de la scolarité, quand elle n'est pas sacrifiée. On ne sait pas encore s'il y aura une possibilité de faire objection de conscience, comme c'était le cas pour le service militaire. Ça semble assez rattaché au fait de manier des armes. Là, en l'occurrence, il n'est pas, pour l'instant, question de manier des armes. Par contre, sur le site étudiant.gouv.fr, il y a une étude statistique qui a été faite. Ils ont interrogé environ 75 000 jeunes à propos du SNU, et on note qu'entre 25 et 27% des jeunes interrogés déclarent n'avoir pas du tout envie de l'effectuer. Et 79% considèrent que le SNU leur permettrait de savoir réagir en cas de crise. Donc on voit bien qu'en fait, il y a un certain nombre de jeunes qui n'ont pas envie de le faire, et parmi ces jeunes qui n'ont pas envie de le faire, ils considèrent quand même certains qu'il les aiderait à réagir en cas de crise. C'est donc la peur qui fait recette là. Au sujet des 25 à 27% de potentiels réfractaires dont je viens de parler, la commission de défense s'inquiète de leur réaction. Le temps scolaire et universitaire, est-ce qu'on peut sacrifier, est-ce qu'on peut amputer ce temps pour le SNU ? Pendant les congés, est-ce qu'on peut amputer les congés des enfants également, mineurs ou majeurs ? Ceux qui doivent travailler pour se payer leurs études, comment vont réagir les patrons ou même les salariés ? Enfin, c'est vraiment pas simple. J'ai plus avoir de batterie. Voilà. On a pu voir pendant la première phase, quand il y a eu la première phase de médiatisation, que finalement, à gauche, et notamment chez les anarchistes et les pacifistes, le SNU est trop militaire. Et on a pu voir finalement qu'il y avait une opposition de la droite dure, parce que finalement le dispositif n'était pas assez militaire. Si on parle du côté universel, c'est absolument le but, et ce sera absolument le cas, ou presque. C'est-à-dire que 700 à 800 000 jeunes par an, à quelques exceptions près, ça finit par faire beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui finissent par élever à leur tour des enfants. C'est l'armée, le côté militaire comme ça, qui va vraiment imbiber absolument toute la société, avec la mise en avant de la discipline des esprits plutôt que l'esprit critique, l'obéissance plutôt que la curiosité, et le fait de douter. C'est pas anodin de se dire que tout le monde risque de passer par là et d'en être influencé. Quand on parle d'esprit de défense et de citoyenneté et de patriotisme, tout est un peu mélangé, et on se demande si les non-patriotes, les gens qui s'opposent à la guerre, les gens qui ne souhaitent pas
défendre leur pays s'il s'agit vraiment de ça. Est-ce qu'il peut être imposé ce patriotisme comme un dogme et est-ce qu'il va pouvoir exister des sortes de mécréants de l'esprit de défense dont on parle ligne après ligne dans les textes qui sont au sujet du SNU. Ça n'arrête pas de parler de cette espèce de résilience, d'esprit de défense, ça ne fait que ça. Alors, la militarisation de la société, j'en parlais juste avant, c'est déjà le but de la journée de défense, c'est inscrit noir sur blanc dans l'article 111.2 du Code du service national. La journée défense et citoyenneté a pour objectif de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse. Il s'agit de remplir un réservoir censé alimenter les casernes et les armées. En une journée, pendant la journée de citoyenneté, c'est-à-dire la journée qui fait suite à l'arrêt du service militaire obligatoire, on a proposé pour les jeunes filles et les jeunes garçons, cette fois, d'une journée au cours du lycée de citoyenneté, où on était comme ça, soit dans une caserne, soit dans un centre de vacances, en compagnie de militaires, pour découvrir un peu l'offre de l'armée et pourquoi il fallait s'y intéresser. Mais bon, voilà, ça semblait assez peu efficace. Le général de corps d'armée Ponty, dans son audition du 22 mars 2018, lui il est alors directeur du service national et de la jeunesse, précise que l'instauration du SNU permettra non seulement de renforcer l'esprit de défense, mais aussi de valoriser l'offre du ministère des Armées et ainsi se conformer aux enjeux de pérennisation du modèle d'armée français qui dépend d'un volume de recrutement ambitieux. Cet objectif de militarisation, il apparaît aussi clairement en lisant les textes issus, quand on regarde l'onglet SNU dans le site gouvernement.fr, on trouve encore cette histoire d'esprit de défense. La mise en place d'un service national universel vise à impliquer davantage la jeunesse française dans la vie de la nation, à promouvoir la notion d'engagement et de favoriser un sentiment d'unité nationale autour de valeurs communes. Voilà, on retrouve cette histoire-là d'engagement, d'unité et les valeurs. Ça, c'est fabuleux parce qu'à aucun moment elles sont développées ou définies ou précisées, les valeurs communes. Il faudrait qu'on se retrouve autour de valeurs communes, mais on ne sait pas lesquelles. En ce qui concerne l'armée, ça peut être un petit peu inquiétant. Aucun des termes n'est d'ailleurs réellement défini à aucun moment. Au passage, je me demande si la cohésion nationale, elle n'est pas plus simple à engendrer et à créer quand il n'y a pas 17 à 20% des jeunes en situation de précarité intensive. Et ça, mes statistiques sont sans doute faux, parce qu'avec le Covid, ça a dû gravement s'accélérer. Alors... quand il parle de développer la culture de l'engagement, ça pourrait laisser croire que les jeunes ne s'engagent pas, ou plus, que c'était mieux avant, et que la jeunesse d'aujourd'hui, vraiment, ça part à volo. Il se trouve en effet que les jeunes s'engagent moins dans des activités classiques et qu'on peut comptabiliser facilement. Moins dans l'armée, moins en termes de participation électorale, d'adhésion aux partis politiques, aux organisations syndicales ou aux associations. Pourtant, dans les faits, les jeunes déclarent avoir des activités bénévoles. On le voit également avec les gilets jaunes. Comptabiliser cet engagement, c'est pas aisé, et pourtant, l'engagement, il est manifeste, il est pugnace. Et puis, on voit encore là davantage les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui, ils sont engagés aussi dans l'occupation de leur lieu de travail, les cinémas, les théâtres fermés. Et je pense que c'est pas ce type d'engagement qui est spécialement recherché par le gouvernement quand on parle de culture de l'engagement qui serait développée au SNU. Voilà, l'engagement à réfléchir et à contester, c'est pas celui-là qui veut être mis en avant. En ce qui concerne la résilience, c'est un mot qui revient aussi régulièrement. La résilience, dans l'avis du Conseil d'orientation des politiques jeunesse que j'ai déjà cité, le COJ, on mentionne le président de la République a souhaité inscrire le projet de SNU autour de deux thèmes centraux, la cohésion républicaine et la résilience de la société française. La cohésion républicaine renvoie aux thématiques de la citoyenneté, de l'insertion sociale et professionnelle, des valeurs de la République, de l'engagement, du partage et de la solidarité.
La résilience de la société française fait davantage écho au thème de la politique de défense et de sécurité de la France, les gestes qui sauvent, les liens armée-nation et l'esprit de défense, le fameux qui revient. Si on prend la définition de la résilience en physique, il s'agit de reprendre sa forme après un choc. De quel choc parle-t-on? Sans doute du conflit, d'un conflit armé. Et en fait, la bonne façon de réagir à ce conflit et à ce choc, à cette peur, c'est la mobilisation. Donc en fait, être résilient, ce sera se mobiliser pour faire la guerre. C'est assez préparé, en tout cas ça semble être ça qui est anticipé. L'esprit de défense, ça fait aussi appel à la peur, puisque c'est de ça dont il s'agit, se défendre face aux attaques de qui, c'est encore pas vraiment précisé. Quand on regarde les dernières tribunes des anciens militaires, eux précisent un petit peu leurs pensées. Je vous laisse faire le lien entre ce qui est censé nous menacer, selon le gouvernement ou les militaires. Le livre blanc Défense et sécurité nationale de 2013, le livre blanc, c'est le livre qui fixe la stratégie française de défense et de sécurité nationale, qu'on peut trouver aussi très facilement sur Internet. Il indique « La défense et la sécurité de la nation reposent sur l'intervention des institutions publiques, civiles et militaires. Elle requiert la sensibilisation, l'association et l'adhésion de l'ensemble de nos concitoyens. Les Français sont acteurs et responsables de leur propre sécurité. L'esprit de défense au sens le plus large du terme est à cet égard le premier fondement de la sécurité nationale. Il est la manifestation d'une volonté collective assise sur la cohésion de la nation et une vision partagée de son destin. L'esprit de défense est défini par tout ce qui concourt à la prise de conscience que l'espace dans lequel nous vivons, les valeurs que la République porte et les libertés conquises méritent d'être promues, car elles peuvent être à tout moment remises en cause. » Donc l'armée qui nous apprend que nos libertés peuvent être remises en cause, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est assez comique. On le voit bien. Ce qu'on voit surtout, nous, c'est que la menace qui plane sur les libertés, elle vient pas, selon moi, elle vient pas du même endroit que selon l'armée. On voit que les militaires, les forces de l'ordre en général, elles matraquent, elles gazent, elles éborgnent les manifestants, les pompiers, les soignants, les profs, les élèves. Ça, les gens le voient. L'armée, lui, nous parle d'une autre menace. Pour nous, l'armée est la menace. Depuis plusieurs années, l'armée pour les civils, ce sont les opérations extérieures, la guerre chez les autres, les militaires armés jusqu'aux dents qui errent dans les halls de gare. Et dernièrement, c'est ce jeune engagé ligoté à un missile pour cause de bizutage en Corse. Ce sont des militaires retraités qui publient une tribune dont je parlais il y a quelques instants, une tribune réactionnaire rappelant qu'ils seront là pour maintenir l'ordre mais que la France s'islamise et part à volo. Et quelques jours plus tard, ce seront des militaires en exercice qui publieront une tribune de soutien aux précédents. Ce sont eux à qui nos enfants auront affaire lors du SNU. Ce sont ces mêmes gens, ces mêmes signataires de tribunes et ces mêmes forces de l'ordre qui matraquent dans la rue les lycéens qui bloquent leur lycée pour faire entendre leurs revendications auprès de Jean-Michel Blanquer. Courant avril, c'est la plaquette Ambition Armée Jeunesse qui arrive dans les boîtes mail des mairies et qui éclaire la stratégie globale dont fait partie le SNU. Il ne s'agit pas d'un dispositif isolé, il s'agit d'une ambition plus large de faire cohabiter plus régulièrement les armées et la jeunesse et de leur faire connaître non seulement l'offre mais également toute la façon de penser. Dans cette plaquette, on retrouve exactement les mêmes objectifs, les mêmes mots sans arrêt, l'esprit de défense, la résilience, le sentiment d'appartenance à la communauté nationale et tout ce que j'ai cité jusque-là. Est-ce que dans cette dernière plaquette des ambitions armée-jeunesse, on peut y voir l'acharnement du désespoir parce que finalement ce SNU il peine à apprendre. Les volontaires sont pas
sont pas hyper nombreux. Les enfants, les jeunes approchés lors des diffs semblent pas être hyper au courant du dispositif. Pour l'instant, ça fait chou blanc. Ça soulève un peu d'inquiétude de la part des parents et finalement, la droite dure trouve ça un peu mou. Ou est-ce que c'est la preuve que c'est une mécanique bien huilée et qu'ils renonceront absolument pas parce que ça rentre dans un cadre plus large. Voilà, c'est tout pour moi. Plus tard. Sans transition, Frédéric, est-ce que tu peux prendre le relais? Oui, je peux prendre le relais. Je pense qu'on m'entend bien, sinon tu me feras signe, José. Voilà, donc en fait, moi j'aimerais parler donc du SNU à travers principalement les articles parus dans le Monde libertaire. Donc, je me représente, donc je suis Frédéric Pusset, militant à la Fédération anarchiste, et j'écris pour le monde dans le Monde libertaire. Donc voilà, d'abord, je remercie la Libre Pensée de m'avoir invité. Et le collectif anti-SNU de Moselle aussi, qui est à l'initiative de cette visioconférence. Donc j'ai choisi de traiter le SNU à partir d'articles du Monde libertaire qui sont parus depuis mi-2018 à peu près. C'est parce que c'est donc depuis 3 ans. C'est à peu près depuis cette période-là, depuis ce moment-là, qu'on parle du SNU, puisque c'était donc un projet de campagne d'Emmanuel Macron. Et en juillet 2018, donc, ce projet a été inscrit dans la Constitution. Alors, bon, il y aura quelques redites certainement dans l'exposé que je vais vous faire par rapport à celui d'Émilie qui était très complet et qui a bien dit les choses. Et je vais essayer à travers les différents articles que je vais vous présenter justement d'approfondir certaines choses ou de mettre le doigt sur certaines autres qui sont moins connues. Donc vous allez avoir un petit exposé sur j'ai recensé 14 articles parus depuis 3 ans dans le Monde libertaire. Bon, il y en a des très courts, il y en a des très longs, il y a des petites brèves, il y a un peu de tout. J'espère que j'en ai pas raté. Il se peut que j'en ai raté quelques-uns, mais je pense que l'essentiel est là. Donc des articles de sources diverses, comme vous allez voir. Pas forcément que des plumes habituelles du Monde libertaire. Et donc vous allez avoir là essentiellement un point de vue donc libertaire, donc anarchiste sur le SNU. Le but évidemment d'informer sur le SNU et plus généralement sur l'embrigadement de la jeunesse et la militarisation du pays en général. Donc je commence par un article. Donc celui-là, c'est le seul qui est de ma plume, des 14 que je vais vous présenter. Donc j'ai écrit cet article il y a 3 ans. Fin 2018, parce qu'à l'époque, on commençait à parler du SNU et au groupe de Metz de la Fédération anarchiste où j'étais, dont j'étais membre à l'époque. Je suis toujours à la Fédération anarchiste, mais plus au groupe de Metz. On en avait parlé. Et donc c'était surtout mon camarade de l'époque, Pierre Kaufmann, que je salue aujourd'hui, qui est mort l'année dernière et dont je salue la mémoire aujourd'hui. Donc Pierre nous avait un peu mis sur la table le truc du SNU il y a 3 ans, et c'est un peu à partir de là que pour nous au groupe de Metz qu'un peu tout est parti, quoi. Et après, Ludo aussi, qui est du groupe de Metz, et Charlène et les autres camarades ont aussi fait ce collectif, et puis ont commencé à faire pas mal de choses depuis 1 an ou 2 contre le SNU. Donc je reviens à cet article que j'ai écrit il y a 3 ans. Donc l'idée était surtout de dire, de parler déjà un peu du SNU, mais c'était
tout n'était pas encore avancé. Mais aussi, j'ai voulu revenir dans cet article sur ce qui existait déjà avant le SNU. Donc, bon, je vais résumer en vous lisant un peu quelques extraits. Donc voilà, donc le gouvernement de l'époque a baptisé donc cette espèce de retour au service militaire entre guillemets le SNU, mais nous gouvernants nous précisent bien que il ne faille surtout pas l'appeler service militaire justement. Parce que celui-ci exclurait donc au départ toute militarité du dispositif. Donc le SNU, je l'ai dit, s'était inscrit dans la Constitution en juillet 2018 et serait obligatoire, donc à l'époque c'était au conditionnel, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Voilà, donc maintenant, donc j'avais écrit à l'époque, laissons à présent ce SNU un significatif retour en marche arrière de côté, en espérant toutefois ne pas avoir à en reparler à l'avenir, il y a encore un peu d'espoir à l'époque, pour nous intéresser à ce qui existe déjà en matière d'encadrement militaire de la jeunesse, à savoir la JDC. Donc voilà, j'avais déjà voulu mettre un peu le point, enfin mettre un peu en avant le fait qu'il existait déjà des choses pour un peu militariser la jeunesse et les esprits. Donc, la JDC, donc Journée Défense Citoyenneté, est une journée d'appel imposée à tous les citoyens sans distinction de sexe avant l'âge de 18 ans. La JDC n'est que la troisième étape et le gros morceau du parcours de citoyenneté. Processus obligatoire pour tous les jeunes de nationalité française. Bon, tout cela est toujours d'actualité. Là, donc, la première étape de ce parcours de citoyenneté est intitulée Enseignement de défense et elle est dispensée en classe de troisième ainsi qu'en classe de première et de terminale. Donc, on commence la propagande militariste et patriotique assez tôt, tant que les cerveaux sont encore assez obéissants et malléables pour mieux enfoncer le clou par la suite. La seconde étape de ce charmant petit parcours de citoyenneté est le recensement. Donc le ou la jeune venant d'avoir 16 ans dispose de 3 mois pour se faire recenser à la mairie de son domicile. Donc elle sera désormais en mesure de se faire convoquer à la JDC. Mais ce n'est pas fini. L'administration aura bien entendu pris soin de collecter au passage des données diverses et variées sur les jeunes. Donc là, bon, je mets toujours un peu d'humour entre parenthèses, pas toujours, ça dépend, mais là j'en avais mis pas mal. Je vous passe un peu tout ce que j'avais mis sur ça. Ceux qui voudront l'article en entier me diront, je peux leur procurer. J'avais mis, n'est-ce pas, Monsieur Vauquier, qui en avait profité pour prendre les numéros de tous les jeunes auvergnats, je crois, et leur envoyer un message pour sa campagne. Alors, et aussi donc inscrit d'office par la même occasion sur les listes électorales. Donc, on active par ce biais le début du fichage de la population. Donc, à 15-16 ans, on commence déjà à être fiché sur avec pas mal d'éléments, quoi. Donc, après ces précisions nécessaires, quant à ces deux premières étapes déjà bien hallucinantes de ce parcours de citoyenneté, attaquons maintenant celle qui en constitue son apothéose. Donc, j'ai nommé la journée défense et citoyenneté. Voilà, donc ça existe toujours évidemment. Hein. C'est à faire avant le SNU. Donc en 98, petit rappel, on décide de mettre un terme au service militaire obligatoire. Mais on abolit le service militaire, mais on met donc autre chose à la place. C'est donc cette fameuse JDC, car on tient à continuer d'inculquer les notions militaires et patriotiques à la jeunesse française. Donc la JDC fait donc son apparition en 98. Son objectif est en accord avec sa désignation, traiter des questions de citoyenneté et de défense, mais aussi, et plus encore, et c'est là que ça devient intéressant, l'armée en profite pour faire sa pub. Donc j'ai quelques exemples plus précis qui vont arriver plus tard. Donc garçons et filles de moins de 18 ans, sous l'autorité d'un chef de section, sont contraints de subir une propagande patriotique et militariste. Je rappelle, ça se passe dans les collèges et lycées. Et à la fin, donc, les militaires concluent
qu'un engagement citoyen de leur part serait le bienvenu. Alors, remarquez qu'on insiste bien sur le fait qu'il s'agit seulement de se défendre, hein, comme si l'armée française n'attaquait jamais. L'armée française ou n'importe quelle autre armée de n'importe quel autre pays. Donc, on veut surtout recruter des jeunes et on fait tout ce qu'il faut pour ça. Alors, donc là, j'avais répondu parce qu'en fait, ils essayent beaucoup de responsabiliser les jeunes, en fait. Hein. Donc, moi, je leur avais répondu, mesdames et messieurs les militaires, les jeunes n'ont pas à se sentir responsables de la situation dans laquelle se trouve le monde, pas plus qu'ils n'ont donc à vous épauler dans vos sales besognes belliqueuses et répressives. Ils ne sont pas appelés à devenir, comme vous, des exécutants aux ordres. Alors, ensuite, je poursuivais en disant que, conformément à ces principes, l'armée interdit strictement, lors de la JDC, tout signe d'appartenance politique, philosophique ou religieuse, ainsi que toute manifestation ou acte de propagande. Donc, c'est déjà là un début de la dépersonnalisation de l'individu et son uniformisation, qui sont également des principes qui sont chers aux militaires, car ces principes sont nécessaires pour adhérer à leurs valeurs. L'armée impose donc un code vestimentaire et comportemental. Et les convives d'un jour, enfin on l'espère qu'ils sont là qu'un jour, sont soumis tant qu'ils demeurent enfermés dans ces murs au statut particulier d'appelé, il faut savoir, ce qui par conséquent lui donne le droit à l'armée d'exiger des jeunes une certaine obéissance et surtout de les exclure en cas de non-respect des règles. Alors, le problème... Ah oui, d'accord. Éventuellement, tu aurais pu mettre une cheminée, c'est pas ça? Voilà. Ouais. Sinon, il n'y aurait pas eu de plaque. Ouais. On entend quelqu'un d'autre, on entend toujours. C'est quoi cette histoire de cheminée, là? Remets ton micro, Frédéric. Mon micro a été coupé. Voilà. Ok. Donc je continue. Où on était, voilà. Donc l'exclu, donc celui qui est exclu de la JDC se retrouve en position irrégulière vis-à-vis de ses obligations envers le service national, ce qui entraîne la non-remise de son certificat bleu, blanc, rouge et individuel de la participation à la JDC. Bon, on pourrait dire qu'on s'en fout, mais en fait, le gros problème, c'est que sans ce certificat, le jeune ne pourra ni s'inscrire au concours de la fonction publique, ni passer son permis de conduire, ni passer son bac, et encore moins s'inscrire dans une université publique. Donc, voilà. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens le savent, je pense, et pas que encore, enfin, les gens qui s'intéressent le savent, mais je pense pas que le grand public le sait vraiment, quoi. Donc, je résume. Dans notre belle République française, si vous n'avez pas passé toute une journée enfermé dans une caserne ou ailleurs, pas forcément dans une caserne, à vous faire bassiner la tête de conception, de vision et du discours militariste et patriotique proféré par des militaires ne cherchant qu'à vous recruter, vous n'avez pas le droit de prétendre à conduire un véhicule motorisé, pas le droit de passer votre bac et pas le droit d'aller à l'université publique. Et ça, c'est dans le beau pays des droits de l'homme et des libertés. Donc, vive la République, vive la France. J'avais fini, conclu cette partie-là. Voilà. Un élément supplémentaire. Bon, il y a les cadets de la défense, j'avais dit un petit mot, donc ce sont des jeunes de 12 à 18 ans, donc là ce n'est pas du tout obligatoire, c'est volontaire, mais quand même des gamins de 12, 13, 14 ans qui sont, dans une éducation, entre guillemets, militaire. Laisse imaginer le dégât que ça peut faire sur leur cerveau, quoi. Donc j'avais conclu en disant qu'au lieu d'apprendre à nos enfants qu'une menace perpétuelle les guette et qu'une défense militaire est nécessaire, ne serait-il pas plus judicieux de favoriser leur émancipation en les laissant libres de penser et d'agir? Rappelons que les guerres n'ont d'autre vocation que d'assouvir les ambitions d'une poignée de puissants et d'enrichir les industriels qui en font le commerce, tout en tuant surtout les pauvres. Une éducation libertaire sans militarisation, donc, apparaît alors comme immanquablement comme un des remèdes phares aux principaux maux qui rongent notre planète. Voilà, là j'avais cité mon camarade Hugues Lenoir qui a écrit notamment quelques jolis livres sur la pédagogie et l'émancipation, entre autres, et qui est aussi
quelqu'un d'actif sur la lutte anti-SNU. Donc voilà. Ensuite, donc nous sommes 1, 2, 3 mois après. Oui, en mars, ah non, l'année d'après, carrément, oui. En mars 2019, donc là, il y a un camarade qui, lui, a beaucoup lutté contre le service militaire, déjà. Donc, c'est Patrick Schindler. Donc, lui écrivait un article, un petit article qui était sorti seulement dans le Monde libertaire en ligne, me semble. Donc, qui titrait « Le service national universel pour les jeunes, attention, danger ». Donc, je vous lis ici quelques extraits. Si les avis chez les jeunes ne sont pas figés, ils sont clairement réticents, même s'il est bien loin le temps de l'antimilitarisme radical que les plus anciens d'entre nous ont connu des années 60 à 2000. Donc, j'en parle en connaissance de cause en tant qu'ancien signataire de l'appel des 100, gréviste de la faim, ayant tout fait durant mon service militaire pour éviter cette corvée nauséabonde aux futures générations. Voilà, donc en fait, Patrick Schindler a écrit aussi un livre très très intéressant pour ceux qui veulent connaître ce qu'était le service militaire, notamment dans les années 70, Contingent rebelle. Il apparaît justement à l'écran, donc voilà, un excellent livre que je vous conseille vraiment. C'est tout du vécu. Et là, on voit Patrick Schindler très jeune. Voilà, je salue Patrick s'il nous regarde ou s'il va certainement nous écouter plus tard. Donc, je vous relis encore quelques extraits de son article qui dit surtout attention danger, quoi. Donc, le nouveau casse-tête de l'État est aujourd'hui de trouver comment imposer à la jeunesse un service national universel, mais sans contrarier cette dernière dans la mesure où Macron veut le rendre obligatoire. Voilà, la première étape était de gommer quelques lignes du programme du candidat Macron qui promettait la création d'un service militaire obligatoire et universel d'1 mois. Donc, en fait, au tout début, très vite, ils ont enlevé le mot obligatoire, mais d'après ce qu'on entend et ce qu'on comprend, le mot revient. Ensuite, donc je vous lis un peu la fin de cet article. Le SNU serait donc facultatif, mais obligatoire sous peine de sanction. J'espère que la nouvelle génération aura la clairvoyance de voir qu'une fois de plus, l'État se fout de notre gueule et j'ai hâte de réentendre les slogans antimilitaristes et antinationalistes radicaux du genre « abat à l'armée et toute autorité » et autres « merde à l'armée » et j'en serai encore cette fois, quoi. Aussi, Patrick parlait là-dedans de l'avis des syndicats et des associations étudiantes. Donc là, oui, voilà, donc je voulais 1 ou 2 extraits qui étaient parus donc il y a 2 ans. Il n'y a pas de nécessité à nous rabâcher les valeurs de la République. Nous contraindre, c'est nous couper l'envie de les entendre. Donc ça, c'est syndicats et associations étudiants. Un service obligatoire serait subi par la jeunesse et voué à l'échec. Si l'engagement est contraint, les jeunes feront tout pour s'y soustraire. Et France Bénévolat, à l'époque, disait que les jeunes ont le sentiment d'une mesure punitive. C'est d'autant plus injuste qu'ils sont nombreux de cette génération à être engagés dans une société qui ne leur propose pas beaucoup d'avenir. Voilà. Ensuite, il y a un tout petit article. Enfin, le Monde libertaire avait relayé. C'est un appel de l'UPF, donc de l'Union pacifiste de France. Donc l'UPF donc s'oppose à la mise en place du SNU. Et rappelez qu'en 1962, lui, Lecoin, âgé de 74 ans, risquait sa vie dans une longue grève de la faim et obtenait du général de Gaulle le droit à l'objection de conscience au service militaire. En 2019, face au retour des dangers du nationalisme, de la discipline militaire et de la soumission, l'UPF demande que le service national universel soit abandonné ou à défaut qu'il garantisse le droit à l'objection de conscience. Les jeunes filles et garçons sont menacés par la militarisation de la société, à chacune et chacun de les informer et de les défendre. Voilà, donc le Monde libertaire avait relayé donc cet appel de l'Union pacifiste de France.
Ensuite, donc j'aimerais vous parler d'un article là qui parle dans le Monde libertaire en mai 2019 d'un certain Justom, bien connu des lecteurs et lectrices du Monde libertaire et des militants de la Fédération anarchiste. Donc Justom qui a une plume assez acerbe, donc fustige Macron. Donc, fustige Macron dans beaucoup de ces articles. Hein. Donc, pour lui, le service national, c'est un projet loufoque et dangereux pour la jeunesse qui vise à la militarisation du pays par la soumission de la population. Alors, il rappelle que Macron n'a pas fait son service militaire alors qu'il aurait dû le faire. Il était encore dans les classes d'âge pour le faire. Comme beaucoup de personnes du gouvernement, d'ailleurs, M. Castaner et M. Griveaux, déjà, deux, c'est sûr, ils auraient aussi dû le faire et ils ne l'ont pas fait. Donc, ces gens-là veulent nous vendre quelque chose qu'eux-mêmes n'ont déjà pas fait, quoi, à l'époque, même si ce n'est pas un service militaire, encore une fois, mais ça en prend le chemin. Oui, donc oui, aussi Justom me disait un peu que toute la classe politique est en gros pour un service militaire, ensuite, ou un CNU ou quelque chose dans le genre. Hein. La France insoumise aussi, voilà. Aussi. Donc cette loi, alors attendez, là je dois revenir sur quelque chose. Oui, donc Justom remet. Oui, la loi de l'objection de conscience permet le refus de se soumettre à l'autorité de l'État ou d'accomplir des actes alors à l'encontre des convictions personnelles. En fait, cette loi n'a pas été abrogée. Donc, on se demande si on peut toujours l'utiliser contre ce SCDU. Quoi. Ensuite, voilà. Un autre article de Justom qui récidive le mois suivant, en juin 2019. En gros, pour dire, dans cet article qu'il a intitulé « Le service national universel, plus qu'un dérapage ». Donc là-dessus, on insiste sur le dérapage, qui est le SNU, qui prépare la guerre, donc, et qui permet de surveiller toujours plus la jeunesse, dont la classe politique se méfie. C'est un élément assez important pour nous. La jeunesse, la classe politique se méfie énormément de sa jeunesse. Donc, le président Macron et le ministre de l'Intérieur, Castaner, et M. Griveaux, donc n'ont pas fait leur service militaire. Voilà, il le rappelle dans cet article-là. Donc, c'est dans celui-là qui dit que ces gens veulent nous vendre quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Donc, l'armée, enfin, la guerre, oui, l'armée toujours envoie à la mort le peuple d'en bas lorsqu'il se fait trop pressant et manifeste trop violemment. Donc, Justom insiste beaucoup dans cet article sur le fait que le SNU préparerait en fait à la guerre ou aux guerres suivantes et aussi comment dire à une certaine assistance de la police ou des forces de l'ordre en général. Donc je vous lis un extrait. En réalité, le SNU va avoir pour but de surveiller la jeunesse toujours plus car la classe politique se méfie d'elle comme le lait sur le feu. C'est ainsi qu'en renforçant l'intervention de l'armée à l'école, le pouvoir confirme la dérive militaire et identitaire de la formation civique scolaire. Permettre à l'éducation nationale de se charger sur le temps scolaire et sous encadrement militaire de la tâche de dressage des adolescents avec la complicité de l'armée est plus qu'un simple dérapage, c'est une dérive autoritaire qui annonce un État encore plus policier et militaire. Voilà. Ensuite, j'ai donc là c'est pas tout à fait un article, mais ça a été relayé dans le Monde libertaire, comme le sont toutes les motions de la Fédération anarchiste. Donc en 2019, me semble-t-il, oui, en juin 2019, la Fédération anarchiste était réunie à Amiens pour son congrès annuel, et là nous avions écrit une motion donc contre le SNU. La motion s'intitulait non, le service universel ne passera pas. Bon, je vous dis simplement quelques extraits. Vous pouvez imaginer ce qu'elle est, de quoi il en retourne, quoi.
encore une fois, si les personnes qui voudront avoir accès à ces textes en entier ou quoi, pourront me contacter. Je vous dirai après comment faire. Ensuite, donc je voulais lire quelques extraits. La fabrique alors, dès leurs origines, les États se sont construits sur la constitution de forces armées, l'encadrement de leur population et le pillage des peuples environnants. La fabrique du consentement de l'État commence par le lavage des jeunes cerveaux. La culture de défense et de sécurité nationale est inscrite dans le socle commun de connaissances et des compétences que les élèves doivent acquérir pendant leur scolarité à l'école, au collège et au lycée. Donc ça, c'est un extrait d'un texte du ministère de l'Éducation nationale de 2015. Encore un autre extrait que nous avions repris dans la notion. Donc avec pour objectif d'inculquer aux jeunes la discipline, l'autorité, les priorités stratégiques de la France. Ajoutant que ce service national servira en cas de crise à disposer d'un réservoir complémentaire de la garde nationale. Pour rappel, le SNU ou semblant de SNU était proposé par tous les chiquiers politiques, je l'ai déjà dit. Et donc, on rappelle simplement que les anarchistes, et pas seulement, mais tout un tas d'autres personnes, se sont toujours battus contre la militarisation des corps et des esprits. C'est dans la continuité de ces luttes que la Fédération anarchiste combat l'importante aggravation que représente le service national universel. Et on insiste sur le fait qu'il faille informer les parents, mais pas seulement. Ensuite, ensuite j'avais mis de côté une petite brève, donc on avait traité ça un petit peu avec humour, mais bon, voilà, en fait, lors des toutes premières sorties, donc en juin 2018, des toutes premières sorties des premières jeunes qui ont fait le SNU, donc certains se sont trouvés mal à Évreux dans l'Eure, parce que, donc, je cite, 25 jeunes engagés dans le service national se sont sentis mal. Ces malaises ont visiblement été causés par les fortes chaleurs, environ 30 degrés au moment de l'accident. Les jeunes étaient en tenue et devaient rester immobiles de longues minutes sur les marches de l'hôtel de ville. C'est en gros la première sortie officielle du SNU. Ensuite, donc là j'ai un article de juillet-août 2019. D'un certain Élan Noir, que je connais bien et que je salue ici, qui certainement va nous écouter ou nous regardera plus tard, qui est aussi très actif, membre de l'AFA, écrit pour le monde libertaire, qui est aussi très actif dans la lutte anti-SNU. Donc, lui, il fait une excellente rétrospective de l'embrigadement nationaliste et patriotique de la jeunesse depuis 150 ans, donc depuis 1870, montrant que le SNU n'est que le prolongement de différents protocoles mis en place depuis. Donc c'est un article assez exhaustif et très significatif qui s'appelle « Non à l'uniforme et au conforme ». Donc bon, je vous lis simplement quelques extraits, mais cet article est vraiment très bon parce qu'il montre bien comment depuis 150 ans on essaye d'embrigader les jeunes, enfin les jeunes adultes et de plus en plus jeunes, en fait. Donc, cette fois, le champ d'intervention s'étend à l'école primaire, pour laquelle l'enseignement de défense vise à améliorer la connaissance des missions des militaires et de la défense par les élèves les plus jeunes. Il vise à faire comprendre que les militaires servent la nation et que leurs spécificités sont liées à leur mission, dont les objectifs sont arrêtés par le pouvoir politique. Dans le secondaire, à la place des classes vertes, on a mis des classes de défense. Voilà, bon, tout cet article est intéressant, je vous lis la fin. Le service national universel est dans le prolongement de tous ces protocoles, mais Macron y ajoute une précision importante. Le service national servira en cas de crise à disposer d'un réservoir supplémentaire de la garde nationale. C'est en juillet 2016 que François Hollande la reconstitue en regroupant des réservistes des armées, de la police et de la gendarmerie. Quelle crise sociale craint donc un État qui apparaît de plus en plus régalien, État dont la principale mission est de faire régner l'ordre par la police, l'armée et la justice, aux yeux de plus en plus de personnes, et pas seulement des habitants de Bure, des Gilets jaunes ou des populations du Sahel. Voilà. Ensuite, j'ai donc ça c'est pas un article, c'est donc c'est paru sous forme d'article dans le Monde libertaire, mais c'est un tract
qui a été repris du FCPE. Donc, la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves. Donc, le Monde Libertaire a reçu ce tract et puis l'a publié sur son site. Donc, ce tract est très pertinent. C'est pour ça que le Monde Libertaire l'a repris. Donc, je vous en lis quelques extraits. Bon, d'après ce que je sais, la plupart des associations de fédérations de parents d'élèves sont plutôt opposées au SNU, ou certains, d'après ce que je sais, veulent l'améliorer, ou on va dire faire qu'il soit autrement, quoi. Alors, donc, la FCPE dit une expérience qu'on peut rapprocher de la préparation militaire, mais sans maniement des armes, qui tient de quel propos? Il pose la question. Le ministre de la Défense, non, mais plus curieusement, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, qui a ainsi révélé le vrai usage du service national universel. Les parents de la FCPE n'ont aucune envie de voir leurs enfants suivre des entraînements de commando. Alors, par exemple, est-il normal que, pour être punis d'avoir gardé les mains dans leur poche, certains d'entre eux soient obligés de faire des pompes? Est-ce acceptable que, pour une raison inconnue, on laisse ces jeunes en uniforme immobile sous un soleil de plomb avant qu'une vingtaine d'entre eux tombent de l'œil? Donc, ça c'est par rapport à l'incident que j'ai signalé tout à l'heure. En sommes-nous encore là en matière de relations éducatives? Pourtant, l'éducation, ce n'est pas l'apprentissage de la soumission ni la banalisation des rapports de domination. Si parmi ces volontaires, certains adolescents envisagent de suivre une carrière dans l'armée, c'est au ministère de la Défense de les former. Quant au ministère de l'Éducation nationale, même par le biais de son secrétariat d'État de rattachement, il ferait mieux d'investir dans d'autres domaines pour favoriser le vivre ensemble. Le SNU est la réintroduction au pas de loi et un grand renfort de communication du service militaire. Se pose donc la question essentielle dans le cadre républicain de l'objection de conscience. Donc là, le FCPE qui reprend un peu la plupart des arguments de tous ceux qui sont contre le SNU. Ensuite, j'ai un excellent texte unitaire. Pareil, donc c'est pas un article non plus classique. Donc là, le Monde Libertaire a repris un texte unitaire qui résume bien le SNU. Donc voilà, bon, j'avais noté de le lire en intégralité, mais je vais vous lire juste quelques extraits. Donc ce texte unitaire a été signé, donc, il y a beaucoup d'organisations, donc j'en cite quelques-unes. L'Union pacifiste, l'Union syndicale solidaire, Sud Éducation, la CNT Éducation, la Fédération nationale de la libre pensée, la Fédération anarchiste, l'Union communiste libertaire, et même Radio Libertaire, la revue Silence et plusieurs autres. Donc le service, voilà. Donc une opération de soumission de la jeunesse. Bon, je lis pas tout, je développe pas. La remise en cause des droits des travailleurs et des travailleuses. Donc parce qu'il faut savoir que dans le SNU est prévu que les jeunes seront utilisés pour remplacer des emplois aujourd'hui occupés par des employés et qui ont donc un salaire et une convention collective. Et les jeunes n'auront pas ni salaire, ni convention collective, ni aucun statut, ni possibilité de s'organiser syndicalement. Voilà aussi sur quoi revient ce texte, encore une fois très pertinent. Le texte insiste aussi sur le renforcement de la militarisation. Donc encadrement militaire, levée du drapeau, chant guerrier, uniforme, parcours du combattant, voilà, tout ça contribue à l'endoctrinement des jeunes. Et aussi, on nous précise que le gouvernement nous dit qu'il faut que les jeunes s'engagent, mais c'est déjà le cas. Mais pour le gouvernement, les jeunes ne s'engagent pas dans la voie que lui voudrait qu'ils s'engagent. Comment peut-on apprendre la citoyenneté lorsque l'on confie l'encadrement à l'armée, qui par ailleurs n'est pas demandeuse? Voilà donc pour ce texte unitaire qui date de septembre 2019. Donc ensuite, on arrive maintenant à l'année dernière, donc plus récent, avril 2020. Donc là, nous avons, c'est un témoignage d'une lycéenne. Donc, ce texte est simplement signé de Julie, donc une lycéenne. Donc, elle, son témoignage est assez, un peu particulier, je dirais. Enfin, d'abord, elle décrit bien ce qu'est, comment les personnes chargées par l'État viennent dans les classes pour vendre le SNU.
Et elle dit que dans son lycée, en fait, ils ont envoyé à Jeunebourg, comme elle dit, et que ce monsieur a bien réussi à, comment dire, à séduire une grande partie de la jeunesse, parce qu'elle dit qu'à peu près sur 70 lycéens qu'ils étaient là à l'écouter, une bonne moitié semblait très intéressée par le fait de faire le SNU, quoi. Donc voilà, je développe pas plus que ça. Ensuite, c'est un autre témoignage qui va peut-être parler à quelqu'un qui est là parmi nous aujourd'hui, parce qu'il est signé d'une certaine Lucia de la liaison La Synapse dans le 35, donc une liaison de la Fédération anarchiste. Donc là, ce témoignage disait que alors attendez, témoignage du lycéenne, voilà, sur le refus de faire la JDC. Donc cette lycéenne refusait de faire la JDC. Donc elle a essayé d'envoyer donc une lettre, alors attendez, une lettre au service au centre de service national, et on lui a répondu ceci: je vous rappelle que pour être autorisé à s'inscrire aux examens et aux concours soumis au contrôle de l'autorité publique française, les jeunes doivent pouvoir justifier de leur participation à la journée de défense et de citoyenneté. Signé le chef de section de la JDC. Donc, ils n'ont pas laissé tomber. Donc, ils ont, avec elle et sa mère, ils ont écrit. Donc, ils ont écrit cette fois en invoquant des problèmes médicaux, des raisons de santé. Et là, on lui a envoyé un dossier avec un maximum de justificatifs médicaux. Voilà. Donc, elle a envoyé un dossier. Elle était soulagée de savoir qu'elle ne serait pas soumise à la JDC. Voilà. Mais le truc un peu, on va dire, effarant là-dedans, c'est que le chef de section, mais on va dire, donc l'État se permet de répondre que s'ils ne font pas la JDC, voilà, il y aura une sorte de punitions qui sont pour moi totalement en inadéquation avec ce qu'est avec ce qu'est le SNU. Enfin, ce que représente le SNU. Ensuite, là, on arrive à il y a quelques mois, donc Élan Noir, qui récidive aussi, nous a fait un excellent article titré « Non à la soumission et au nationalisme et à l'uniforme ». Donc en avril 2021, cet article est paru dans Le Monde Libertaire. Alors, je vous lis un ou deux extraits. D'abord, on insiste sur la volonté farouche du gouvernement, parce que le gouvernement est revenu un peu à la charge depuis quelques temps. La volonté farouche du gouvernement à mettre en œuvre le SNU. Et il fait tout pour ça, et donc pour recruter de futurs militaires. Alors, nous avons la volonté farouche de continuer à mettre en œuvre le SNU, donc ça c'est le gouvernement qui parle. C'est une des grandes priorités des politiques de jeunesse pour 2020-2022. Le travail se poursuit avec les lycées, les associations, les missions locales, les parents et les élus locaux. Donc voilà, c'est Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, qui affirmait au début de cette année que le SNU serait obligatoire en 2026 pour 800 000 jeunes. Donc voilà, si vous ne le savez pas, donc je vous le redis. Donc Sarah El Haïry affirme que le SNU serait obligatoire en 2026 pour 800 000 jeunes. Donc voilà, après encore cet article, je dois vous lire, donc je vous lis la fin. Donc sur le site s'engager.fr, le site a pris un coup de jeune et permet une discussion en ligne avec une quarantaine d'ambassadeurs du recrutement. Ensuite, dans une grande campagne, 80 spots au cœur de l'action, c'est comme ça qu'ils l'appellent, ont été diffusés avec un certain succès. Les chiffres de visite dans nos centres de recrutement sont excellents. Il faut reconnaître que l'effet de la crise économique avec la contraction du marché de l'emploi lié à la pandémie a probablement aussi joué. Donc ça, ce sont des personnes qui recrutent pour le SNU qui ont été citées. Et donc, je termine avec un article aussi publié dans Le Monde Libertaire d'avril 2021 de Justom, qui est un multi-récidiviste, décidément. Donc là, Justom dit, en gros, pour résumer,
que la mise en place d'un système autoritaire que représente le SNU, mise en place d'un système autoritaire par la fabrique de petits soldats à ses ordres. Donc là, je cite Albert Einstein, qui n'était pas n'importe qui. Hein. Les pionniers d'un monde sans guerre sont les jeunes gens qui refusent le service militaire. Voilà. Alors, voilà pour une espèce de revue de presse, si je peux dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, je voudrais simplement conclure en disant que, donc pour moi et pour la plupart des auteurs du monde libertaire, l'oligarchie a peur de sa jeunesse. Un élément assez important à comprendre. Aussi, le capitalisme arrivant à la fin de sa vie, il faut serrer encore la vis pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible, enfin, pour que les nantis du système en profitent le plus longtemps possible, ce qui pour moi découle d'une certaine droitisation de la société, d'où un espèce de retour aux valeurs patriotiques et militaristes. À mon sens aussi, le peuple lambda est assez indifférent au SNU pour le moment. Beaucoup sont pour d'ailleurs. C'est un peu, on entend beaucoup que ça leur ferait du bien à ces jeunes d'aller à l'armée, par exemple. Bon, c'est des choses qu'on entend pas mal malheureusement. Ou certains protestent mais mollement, comme c'est malheureusement beaucoup le cas. Voilà, donc je termine. Alors désolé, je n'ai pas regardé assez la caméra, mais j'ai pas trop l'habitude en fait, et j'étais concentré sur mes notes. Donc je termine en disant que toutes les personnes qui voudraient des renseignements, des précisions sur les articles cités, des infos, donc vous pouvez en trouver évidemment sur le site du Monde Libertaire, sur le site de la Fédération anarchiste ou sur le site de Publico qui vend la plupart des livres des différents auteurs cités et qui vend bien entendu le Monde Libertaire. Vous pouvez acheter des anciens numéros assez facilement en leur téléphonant ou sur le site. Vous pouvez aussi me contacter. Alors je peux donner mon adresse mail, c'est Frédéric, FREDERIC, .p2957 @gmail.com. Pour ceux qui ont Facebook, vous pouvez aller sur ma page Facebook, c'est Frédéric Pusset, auteur libertaire. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs. Voilà. Et donc je vous remercie à vous toutes et vous tous de votre attention. Je remercie bien sûr la Fédération de la Libre Pensée de Moselle pour l'invitation et je remercie le collectif anti-SNU de Moselle pour l'initiative de cette visioconférence. Voilà, merci à vous. Alors, merci Frédéric. Alors, je crois que avant d'ouvrir le débat, il y a Émilie qui voulait faire un petit complément. Je vous propose de lui laisser un tout petit peu de temps et après on pourra discuter. J'en ai pas pour longtemps. Juste, vous voyez, je suis ni jeune ni vieille, mais visiblement un peu sénile parce que j'ai perdu des pages en cours de route. Je voulais revenir sur deux éléments qu'on a soulevés, Frédéric et moi. Alors, le premier élément, c'est dans le contenu, en fait. Le contenu, je parlais du budget de l'éducation nationale, mais il y a aussi le contenu, en fait, qui est fonctionné. C'est-à-dire que dans le contenu de ce SNU, il y aurait une initiation au code de la route, une formation au premier secours, des activités sportives et de cohésion, le développement durable et de la transition écologique, défense et sécurité nationale, citoyenneté, institutions nationales et européennes, connaissance des services publics et accès aux droits, un bilan de santé, évaluation des apprentissages, et un point d'étape sur les compétences, notamment numériques. En fait, c'est des choses qui devraient simplement être faites par l'école si elle en avait les moyens. Or, elle n'en a plus vraiment les moyens. On lui en enlève régulièrement. En mai 2019, dans un numéro de La Raison qui est le mensuel de la libre pensée, il y avait une interview de Louis Boyard qui est l'ancien président de l'Union nationale des lycéens, enfin l'Union nationale lycéenne, pardon, qui disait que le service national était contraire à ses aspirations, à leurs aspirations, je pense qu'il parlait des lycéens,
qui parlait d'une institution chargée de la mixité sociale et de la formation citoyenne, c'était l'école. Or, l'école avait plus vraiment les moyens de faire d'exercer sa mission, et que petit à petit, l'école de la République n'existant plus, eh bien, on se retrouvait comme ça avec des gens qui avaient de la chance d'être nés dans le bon milieu, et puis les autres. Donc le service national universel essaye comme ça de donner des miettes, on va dire. Et pour revenir sur les institutions politiques ont peur de nos jeunes, oui. Et les institutions politiques essayent de faire peur à nos jeunes. Dans le service national universel, il y a une chose, le mot résilience, qui revient très souvent, très souvent, très souvent. La résilience en physique, c'est la capacité à reprendre sa forme après un choc. On te dit, à longueur de temps, attention, il va y avoir un choc, la menace, sans arrêt. Donc la menace, des punitions, si jamais tu vas pas au SNU, tu pourras pas passer ton bac, tu pourras pas avoir ton permis de conduire. Et puis, en fait, on essaye de faire une espèce de prise de conscience là, qu'il y aurait une menace un peu extérieure, mais voilà, pas vraiment précisée, contre laquelle il faudrait se préparer à rebondir et puis à résister. C'est pas précisé, mais c'est vraiment l'élément de la peur qui fait son beurre dans ce truc-là. Ensuite, dernière chose, on parlait d'objection de conscience. On pourra en parler pendant le débat. Après, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à en dire, parce que je suis pas hyper... Enfin, voilà, c'est pas quelque chose que je connais très bien, mais il me semblait que l'objection de conscience était surtout par rapport au maniement des armes. Là, comme il n'y a pas de maniement des armes, visiblement, on ne pourrait pas se prévaloir de cette objection de conscience. Pour terminer réellement, puisque je ne pourrais pas rattraper toutes mes pages perdues, je voudrais présenter rapidement la brochure qui a été éditée par la Fédération nationale de la libre pensée dans sa collection Arguments, en fait. Il y en a plein, il n'y a pas que celle-là. Celle-là, elle est publique, on peut la lire sur le Calaméo de la libre pensée. C'est une brochure qui reprend... qui date de décembre 2018, donc qui date un petit peu, mais qui a été fait un peu comme ça, comme les premiers articles qu'a cité Frédéric dans les fondamentaux, en fait. Ça fait un exposé assez factuel, dans un premier temps, du dispositif SNU, et puis ça reprend les oppositions qu'on peut y faire d'un point de vue légal, d'un point de vue philosophique, évidemment, et ça donne les outils pour discuter, en fait, du SNU, comme ce qu'on vient de faire là, en fait. C'est des outils, des choses qu'on peut utiliser pour répondre aux gens qui nous disent c'est la cohésion. Ben, alors attends, la cohésion, l'armée, la cohésion, c'est du sexisme, de l'homophobie. Alors elle est où la cohésion? La mixité, on va bien voir aussi ce que ça va donner. On voit ce que ça donne dans l'armée. En réalité, on ne voit pas pourquoi ce serait différent là-dedans. Ça veut dire que le petit gros qui sera à la traîne, il va se faire taper sur la tête. Ça veut dire que celui qui sera considéré comme trop efféminé, il va se faire emmerder. Ça veut dire que les gens racisés, ils vont se faire emmerder. Enfin, on sait exactement ce qui va se passer. Donc, voilà, ça, avec un vocabulaire un peu plus, soutenu que celui que je viens d'utiliser, dans les arguments de la libre pensée, on peut retrouver comme ça tout un tas de points soulevés qui doivent mettre la puce à l'oreille aux gens pour pouvoir discuter. Voilà, merci de m'avoir relaissé la parole.